Non mais les épaulettes, là je suis au long. C'est un peu Martin. Regarde, c'est pour faire Ah non, là, lui, il rappelle ou pas, il est plus. Alors, attention, monsieur le Bogart. Public 1792, 1814, Lambleny, je vais laisser la parole à son président. Messieurs, mesdames, je vous demanderai une minute de silence pour 3 personnes de la République qui sont décédées sur les 3 morts qui sont passés. Victoire difficile de Touraine. Tous plusieurs nuits à Chavignon, à l'hôtel Saint-Pierre, une aujourd'hui disparue. Un soir, petite anecdote, alors que je tentais de prendre un livre, croyait-elle d'un léger sourire malgré les angoissantes pensées de Napoléon. La neige tombait doucement, mollement, toute la nuit. Le lendemain, le brouillard traîne. La neige ouate tous les sons. Et l'oreille, à beau se tendre, n'a pas su garder. Ney et Mortier avertissent de la résistance de Blücher et Napoléon semble observer l'an du haut du clocher de Classy après s'être arrêté à cette fontaine pour appeler les chiens s'emparer de la redoutable position de l'an. Le fouillas se résoudre à la retraite. Sur la route des Soissons, au début de juin 1800, l'arrivée de Sa Majesté pour le lendemain de lundi 12 juin 1815, avec toute la solennité qui se souviendra, malgré les souvenirs douloureux de l'année précédente. 8 jours après, l'empereur vaincu à Waterloo revenait à Londres avec son armée en déroute. C'était le mardi 20 juin. Il s'arrêta au faubourg de Vaux. Le 21 juin, Napoléon quittait Lens pour prendre la direction de Paris. Vous allez appliquer une seconde. M'a parlé de ce projet, j'ai tout de suite trouvé que c'était une très bonne idée. Et voilà, je félicite vraiment François pour avoir mené à bien cette... Et avec difficulté, c'est vrai qu'on a reporté plusieurs fois la date. Voilà. 2015. Ouais. Bon, le principal, c'est que ce soit fait. Effectivement, ces moments historiques soient dans la mémoire collective. Voilà, je vous invite à boire le verre de l'amitié au bar du pays. Dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, car sans impur, à bord de nos sillons. Vive la République, vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Merci, Déjà, ici avec nos amis présents. Alors, monsieur le maire, cher François, mesdames, messieurs, chers amis,
Alors permettez-moi, monsieur le maire, de vous remercier pour votre accueil très chaleureux. Excusez-moi, parce que j'ai une bronchite. Et de vous exprimer toute ma gratitude et toutes nos excuses pour les reports successifs qui sont vraiment indépendants de notre volonté. Merci également à notre ami François Sonator, membre de l'association, qui a offert la très belle plaque que nous avons inaugurée. Merci pour le travail que tu t'es donné, et puis encore pardon, je me répète, mais c'est vraiment indépendant. Merci également, là je m'en voudrais beaucoup de ne pas le citer, à notre organisateur infatigable en la personne de notre délégué Michel Delgado, qu'on peut applaudir également comme François. Michel Delgado, pour les personnes qui ne connaissent pas, mais ce n'est pas la première fois qu'il vient ici, du reste, moi non plus, il est délégué pour l'association des Amis du Patrimoine du département de l'Aisne et de la Marne. Et si un jour, c'est pas très loin d'ici, il a notamment, nous nous connaissons depuis pas loin de 40 ans, organisé un circuit historique qui s'appelle la route des 4 victoires autour de Château-Thierry, une grande victoire de Napoléon en 1814, Château-Thierry, Champ-Prouvaire, Montmirail et Beauchamp, entre autres. Et notre ami, depuis de nombreuses années, maintenant une quarantaine d'années, Michel, tu me reprends si je me trompe, a jalonné, a couvert tous ces départements, pour ainsi dire, soit avec des associations ou soit à titre personnel, de plaques, de monuments, de restauration, en quelque sorte, de sépultures, même voire d'ouverture d'un musée que je vous invite d'aller voir, c'est le musée des Cises à Essines, la salle 1814. Et vraiment quelque chose d'extraordinaire, qui est unique dans la région, qui mérite d'être mieux connu et qui n'est pas assez connu. Et je crois que sur le site internet, il doit figurer, il me semble. Voilà. Alors, il existe plusieurs itinéraires chronologiques de Napoléon qui rappellent jour pour jour où il est passé. Alors, à chaque fois que nous organisons dans toute la France et à l'étranger, parce que là, notre association couvre tout le territoire également à l'étranger, avec un certain nombre de délégués, eh bien, nous avons un nouveau monument comme celui de ce matin. Nous, tout de suite, nous l'inscrivons. Il est dans on va dire une sorte d'inventaire, un inventaire mondial. Ça s'appelle l'inventaire mondial des monuments napoléoniens. C'est-à-dire que maintenant, monsieur le maire, l'URSSAF sera, les Allemands, les Russes et les autres pays sauront que l'URSSAF existe, même s'ils connaissaient déjà. Ce modeste présent, tu l'as bien mérité. Et Michel, parce que c'était la Saint-Michel hier, et puis c'est la Saint-Jérôme aujourd'hui. Tiens, Michel, c'est voilà, on peut encore les féliciter. Un petit coup, c'est tout. Voilà, c'est bon. Oui. On vérifie. Appuie là-dessus. Tremble pas. Ouais, c'est bon. Tremble pas. Allez, blabla. Moi, je suis toujours en plus. Oui, toujours en plus. Vous êtes en train de rougir. Alors, Ça, c'est le château aujourd'hui. Et ça, c'est le deuxième château à Villers-Cotterêts. Il y a avant ça un château médiéval. Donc, on a vraiment très peu d'informations, pas de gravure, pas d'image, enfin, pas de plan non plus. Donc, on ne connaît pas les dimensions, ni l'aspect du château. En fait, c'est la présence de la forêt. C'est une forêt qui est très giboyeuse, où on y chasse déjà depuis Clovis. Donc, c'est vraiment une terre royale. Et donc, il y a le château médiéval, évidemment, qui fait suite finalement à une maison de chasse à l'époque de Clovis. Ce château est détruit par les Anglais pendant la guerre de 100 ans. Donc il brûle, il reste quelques logis, quelques fondations. Et en fait, lorsque François va devenir roi, eh bien, François Ier évidemment, hein, il n'y en a qu'un. Vous avez une intimité quand même, François. Non, parce que je pense au jeune François d'Angoulême, qui d'abord devient propriétaire de la forêt de Retz, puisque Louis XII lui offre en cadeau de fiançailles vraisemblablement. Enfin, au départ, on dit qu'il lui offre en apanage, mais c'est aussi... Comment? C'est pas une histoire de Claude de France là-dedans? Bien sûr, parce qu'il épouse... Il est va l'offrir en cadeau de mariage à Philippe d'Orléans. Ah oui. Et le château restera propriété des Orléans jusqu'à la Révolution française. Oui. Le dernier Orléans à séjourner ici, c'est Philippe Égalité, oui. Qui lorsqu'il monte sur l'échafaud en 1793, eh bien, évidemment perd tout. Et la famille d'Orléans perd tout également, parce que le château tombe dans le domaine public.
Alors, à la restauration, il aurait pu récupérer le château, mais le château était déjà occupé, je vais vous expliquer pourquoi. Et par conséquent, il a demandé un loyer annuel. Donc, après la Révolution, arrive votre cher ami. Ah bon? En fait, bien sûr. Parce qu'un dépôt de mendicité, c'est presque une prison. Oui. Où on enferme les mendiants, bandits, voleurs, vagabonds, prostituées, toutes les personnes dont on ne veut pas, essentiellement à Paris. De Paris. Alors, pas uniquement de Paris, dans d'autres départements, d'autres grandes villes également. Et donc, rappelez-vous qu'au 19e siècle, on part en prison pour mendicité. Donc, c'est toute cette population indésirable. On nettoie les rues de Paris, tout simplement. Alors, pas tout ici, mais une partie, il y a à peu près 800 pensionnaires. Je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire du marquis de Sade. Pas Condé-en-Brie, ça fait ça. Ça fait longtemps que j'ai visité Condé. Et ces gens-là vont rester jusqu'à quand là? Le dépôt existe dans le château jusqu'en 1889. Donc Napoléon, c'est entre 1806 et 1808 Oui. pour le décret impérial et donc jusqu'en 1889. Et en 1889, le château devient maison de retraite pour les vieillards du département de la Seine. Oui. Donc qui sont les vieillards? Les SDF. Oui. Le département de la Seine, c'est la ville de Paris. Ah, oui. Et donc, progressivement, le château va devenir une maison de retraite pour les retraités sans domicile fixe de la ville de Paris, là, vraiment, hein, bien précisément. Qui était un ancien autotome couvert construit cette fois-ci par les Orléans au XVIIIe siècle. C'est exceptionnel parce que je ne me prends jamais en photo, je ne vais pas en photo. Allez, j'attends que monsieur véhicule, monsieur, prendre la photo. Génial. Ah d'accord, merci pour la leçon d'histoire. J'ai des lacunes. Ah mais non, Daniel, on voit plus rien. Viens ma poule. C'est bon? Non, attendez, parce qu'il s'est éteint. Merde. Ah, papa Kékette. Il y avait ceux qui étaient romains, les deux loustiques là-bas. Les deux amoureux, on viendra nettoyer le monument pour dire un dépôt sur la Nathalie. Hein. Les deux soldats. Au dépôt de gerbe. Dépôt de gerbe des hommes du patrimoine napoléonien. Par monsieur le président. Ouais, c'est moi. Il travaillera bien la date, Oui, mais ça, bien c'est avant. Il viendra au président. Bien avant. Comment on l'appelle? Daniel. C'est un nouveau avec un petit casque. Sur la tombe ou sur la... Sur la tombe. Daniel va avec lui au dépôt de gerbe. Bah non, bah c'est toi. Bon bah vas-y, allez. C'est celle-là ou c'est celle-là? Et celle-là. Veuillez présenter les armes. Présentateur! Minute de silence. Là-haut. Sépulture du lieutenant Étienne Maximin Marie du 50e régiment de ligne. Cet officier enterré à l'endroit même où il fut tué en 1815 est originaire de Goux dans le Tarn-et-Garonne, où il est né le 29 mai 1790. Il était le fils d'Étienne Marie et en 1812 suit la Grande Armée en Allemagne et en France, où il gagne l'épaulette de sous-lieutenant le 30 janvier 1814. Une balle le blesse à la cuisse gauche le 30 mars devant Paris. Après le désastre de Waterloo, alors que les troupes françaises faisaient retraite, la division Vandamme était arrivée le soir du 27 juin à Soissons et le 28, elle repartait pour continuer vers la Ferté-Milon. Vers 6 h du matin, elle fut arrêtée par environ 6000 Prussiens à l'entrée de Villers-Cotterêts. Ville qui s'occupait depuis plusieurs heures seulement. Le 50e régiment d'infanterie de ligne prit le premier contact avec l'ennemi qui
qui bivouaquait dans la plaine de Saint-Rémy. Un combat s'engagea. Le capitaine Lavigne, qui commandait le 50e, fut tué d'une balle au front, ainsi que le lieutenant Marie, ce qui n'empêcha pas que le combat tourna à l'avantage des Français. À 8 heures, les Prussiens évacuaient la ville. Dans l'après-midi, des habitants curieux parcoururent le champ de bataille. Les blessés, les tués gisaient partout. On transporta les blessés au dépôt de mendicité pour les soigner et on enterra sur place les morts à l'endroit où ils étaient tombés. Parmi eux se trouvait Marie, mais comme il était porteur d'aucun papier d'identité, on se contenta de placer sur sa tombe une croix de bois sur laquelle on inscrivit 28 juin 1815. Ce n'est qu'en 1830 qu'un ancien compagnon d'armes du lieutenant, un capitaine du 31e de ligne, fit connaître l'identité de l'officier tué. À sa mémoire, nous allons observer 1 minute de silence.